G.M. était suivi d'un laquais lorsqu'il avait été arrêté par le garde du corps. Ce garçon, effrayé de l'aventure de son maître, retourna en fuyant sur ses pas. Et la première démarche qu'il fit pour le secourir fut d'aller avertir le vieux G.M. de ce qui venait d'arriver. Une si fâcheuse nouvelle ne pouvait manquer de l'alarmer beaucoup. Il n'avait que ce fils, et sa vivacité était extrême pour son âge. Il voulut savoir d'abord du laquais tout ce que son fils avait fait l'après-midi. S'il s'était querellé avec quelqu'un, s'il avait pris part au démêlé d'un autre, s'il s'était trouvé dans quelque maison suspecte. Celui-ci, qui croyait son maître dans le dernier danger et qui s'imaginait ne devoir plus rien ménager pour lui procurer du secours, découvrit tout ce qu'il savait de son amour pour Manon et de la dépense qu'il avait faite pour elle. La manière dont il avait passé l'après-midi dans sa maison jusqu'aux environs de 9 heures, sa sortie et le malheur de son retour. C'en fut assez pour faire soupçonner au vieillard que l'affaire de son fils était une querelle d'amour. Quoiqu'il fût au moins 10h30 du soir, il ne balança point à se rendre aussitôt chez monsieur le lieutenant de police. Il le pria de faire donner des ordres particuliers à toutes les escouades du guet. Et, lui ayant demandé une pour se faire accompagner, il courut lui-même vers la rue où son fils avait été arrêté. Il visita tous les endroits de la ville où il espérait de le pouvoir trouver. Et n'ayant pu découvrir ses traces, il se fit conduire enfin à la maison de sa maîtresse, où il se figura qu'il pouvait être retourné. J'allais me mettre au lit lorsqu'il arriva. La porte de la chambre étant fermée, je n'entendis point frapper à celle de la rue. Mais il entra, suivi de 2 archers, et s'étant informé inutilement de ce qu'était devenu son fils, il eut pris envie de voir sa maîtresse, pour tirer d'elle quelque lumière. Il monte à l'appartement, toujours accompagné de ses archers. Nous étions prêts à nous mettre au lit. Il ouvre la porte et il nous glace le sang par sa vue. « Oh Dieu! C'est le vieux G.M. » dis-je à Manon. Je saute sur mon épée, elle était malheureusement embarrassée dans mon ceinturon. Les archers, qui virent mon mouvement, s'approchèrent aussitôt pour me la saisir. Un homme en chemise est sans résistance. Ils m'ôtèrent tous les moyens de me défendre. G.M., quoique troublé par ce spectacle, ne tarda point à me reconnaître. Il remit encore plus aisément Manon. « Est-ce une illusion ?» nous dit-il gravement. « Ne vois-je pas le chevalier des Grieux et Manon Lescaut ?» J'étais si enragé de honte et de douleur que je ne lui fis pas de réponse. Il parut rouler, pendant quelque temps, diverses pensées dans sa tête. Et comme si elles eussent allumé tout d'un coup sa colère, il s'écria, en s'adressant à moi. « Ah, malheureux! Je suis sûr que tu as tué mon fils !» Cette injure me piqua vivement. « Vieux scélérat !» lui répondis-je avec fierté. « Si j'avais eu à tuer quelqu'un de ta famille, c'est par toi que j'aurais commencé. »« Tenez-le bien !» dit-il aux archers. « Il faut qu'il me dise des nouvelles de mon fils. Je le ferai pendre demain, s'il ne m'apprend tout à l'heure ce qu'il en a fait. »« Tu me feras pendre ?» repris-je. « Infâme, ce sont tes pareils qu'il faut chercher au gibet. Apprends que je suis d'un sang plus noble et plus pur que le tien. Oui, ajoutai-je, je sais bien ce qui est arrivé à ton fils, et si tu m'irrites davantage, je le ferai étrangler avant qu'il soit demain, et je te promets le même sort après lui. » Je commis une imprudence en lui confessant que je savais où était son fils, mais l'excès de ma colère me fit faire cette indiscrétion. Il appela aussitôt 5 ou 6 autres archers, qui l'attendaient à la porte, et il leur ordonna de s'assurer de tous les domestiques de la maison. « Ah, monsieur le chevalier, reprit-il d'un ton railleur, vous savez où est mon fils, et vous le ferez étrangler, dites-vous. Comptez que nous y mettrons bon ordre. » Je sentis aussitôt la faute que j'avais commise. Il s'approcha de Manon, qui était assise sur le lit en pleurant. Il lui dit quelques galanteries ironiques sur l'empire qu'elle avait sur le père et sur le fils, et sur le bon usage qu'elle en faisait. Ce vieux monstre d'incontinence voulut prendre quelque familiarité avec elle. « Garde-toi de la toucher !» m'écriai-je. « Il n'y aurait rien de sacré qui pût te sauver de mes mains. » Il sortit en laissant 3 archers dans la chambre, auxquels il ordonna de nous faire prendre promptement nos habits. Je ne sais quels étaient alors ses desseins pour nous. Peut-être eussions-nous obtenu la liberté en lui apprenant où était son fils. Je méditais en m'habillant si ce n'était pas le meilleur parti. Mais s'il était dans cette disposition en quittant notre chambre, elle était bien changée lorsqu'il y revint. Il était allé interroger les domestiques de Manon,
que les archers avaient arrêtés. Il ne put rien apprendre de ceux qu'elle avait reçus de son fils. Mais lorsqu'il sut que Marcel nous avait servi auparavant, il résolut de le faire parler, en l'intimidant par des menaces. C'était un garçon fidèle, mais simple et grossier. Le souvenir de ce qu'il avait fait à l'hôpital pour délivrer Manon, joint à la terreur que G.M. lui inspirait, lui fit tant d'impression sur son esprit faible qu'il s'imagina qu'on allait le conduire à la potence ou sur la roue. Il promit de découvrir tout ce qui était venu à sa connaissance, si l'on voulait lui sauver la vie. G.M. se persuada là-dessus qu'il y avait quelque chose dans nos affaires de plus sérieux et de plus criminel qu'il n'y avait eu lieu jusque-là de se le figurer. Il offrit à Marcel non seulement la vie, mais des récompenses pour sa confession. Ce malheureux lui apprit une partie de notre dessein, sur lequel nous n'avions pas fait de difficulté de nous entretenir devant lui, parce qu'il devait y entrer pour quelque chose. Il est vrai qu'il ignorait entièrement les changements que nous y avions faits à Paris, mais il avait été informé, en partant de Chaillot, du plan de l'entreprise et du rôle qu'il y devait jouer. Il déclara donc que notre vue était de duper son fils et que Manon devait recevoir ou avait déjà reçu 10 000 francs, qui, selon notre projet, ne retournerait jamais aux héritiers de la maison de G.M. Après cette découverte, le vieillard emporté remonta brusquement dans notre chambre. Il passa, sans parler, dans le cabinet, où il n'eut pas de peine à trouver la somme et les bijoux. Il revint avec nous, avec un visage enflammé, et nous montrant ce qui lui plut de nommer notre larcin, il nous accabla de reproches outrageants. Il fit voir de près, à Manon, le collier de perles et les bracelets. « Les reconnaissez-vous » lui dit-il avec un rire moqueur. « Ce n'était pas la première fois que vous les eussiez vus. Les mêmes, sur ma foi. Ils étaient de votre goût, ma belle. Je me le perçois aisément. Les pauvres enfants, ajouta-t-il. Ils sont bien aimables, en effet, l'un à l'autre. Mais ils sont un peu fripons. » Mon cœur crevait de rage à ce discours insultant. J'aurais donné pour être libre un moment. Juste ciel, que n'aurais-je pas donné? Enfin, je me fis violence pour lui dire, avec une modération qui n'était qu'un raffinement de fureur. « Finissons, monsieur, ces insolentes railleries. De quoi est-il question? Voyons, que prétendez-vous faire de nous ?»« Il est question, monsieur le chevalier, me répondit-il, d'aller de ce pas au Châtelet. Il fera jour demain, nous verrons plus clair dans nos affaires, et j'espère que vous me ferez la grâce, à la fin, de m'apprendre où est mon fils. » Je compris sans beaucoup de réflexion que c'était une chose d'une terrible conséquence pour nous d'être une fois renfermés au Châtelet. J'en prévis en tremblant tous les dangers. Malgré ma fierté, je reconnus qu'il fallait plier sous le poids de ma fortune et flatter mon plus cruel ennemi pour en obtenir quelque chose par la soumission. Je le priai d'un ton honnête de m'écouter un moment. « Je me rends justice, monsieur, lui dis-je. Je confesse que la jeunesse m'a fait commettre de grandes fautes, et que vous en êtes assez blessé pour vous plaindre. Mais si vous connaissez la force de l'amour, si vous pouvez juger de ce que souffre un malheureux jeune homme à qui l'on enlève tout ce qu'il aime, vous me trouverez peut-être pardonnable d'avoir cherché le plaisir d'une petite vengeance, ou, du moins, vous me croirez assez puni par l'affront que j'en viens de recevoir. Il n'est besoin ni de prison, ni de supplice, pour me forcer de vous découvrir où est monsieur votre fils. Il est en sûreté. Mon dessein n'a pas été de lui nuire, ni de vous offenser. Je suis prêt à vous nommer le lieu où il passe tranquillement la nuit, si vous me faites la grâce de nous accorder la liberté. » Ce vieux tigre, loin d'être touché de ma prière, me tourna le dos en riant. Il lâcha seulement quelques mots pour me faire comprendre qu'il savait notre dessein jusqu'à l'origine. Pour ce qui regardait son fils, il ajouta brutalement qu'il se retrouverait assez, puisque je ne l'avais pas assassiné. « Conduisez-le au petit Châtelet, » dit-il aux archers, « et prenez garde que le chevalier ne vous échappe. C'est un rusé qui s'est déjà sauvé de Saint-Lazare. » Il sortit et me laissa dans l'état que vous pouvez vous imaginer. « Ô ciel !» m'écriai-je. « Je recevrai avec soumission tous les coups qui viennent de ta main, mais qu'un malheureux coquin ait le pouvoir de me traiter avec sa tyrannie, c'est ce qui me réduit au dernier désespoir. »
Les archers nous prièrent de ne pas les faire attendre plus longtemps. Ils avaient un carrosse à la porte. Je tendis la main à Manon pour descendre. « Venez, ma chère reine, lui dis-je. Venez vous soumettre à toute la rigueur de notre sort. Il plaira peut-être au ciel de nous rendre quelques jours plus heureux. » Nous partîmes dans le même carrosse. Elle se mit dans mes bras. Je ne lui avais pas entendu prononcer un mot depuis le premier moment de l'arrivée de G.M. Mais, se trouvant seule avec moi, elle me dit 1000 tendresses, en se reprochant d'être la cause de mon malheur. Je l'assurai que je ne me plaindrais jamais de mon sort, tant qu'elle ne cesserait pas de m'aimer. « Ce n'est pas moi qui suis à plaindre, continuai-je. Quelques mois de prison ne m'effraient nullement, et je préférerais toujours le Châtelet à Saint-Lazare. Mais c'est pour toi, ma chère âme, que mon cœur s'intéresse. Quel sort pour une créature si charmante! Ciel, comment traitez-vous avec tant de rigueur le plus parfait de vos ouvrages? Pourquoi ne sommes-nous pas nés l'un et l'autre avec des qualités conformes à notre misère? Nous avons reçu de l'esprit, du goût, des sentiments. Hélas, quel triste usage en faisons-nous, tandis que tant d'âmes basses et dignes de notre sort jouissent de toutes les faveurs de la fortune. Ces réflexions me pénétraient de douleur. Mais ce n'était rien, en comparaison de celle qui regardait l'avenir, car je séchais de crainte pour Manon. Elle avait déjà été à l'hôpital, et quand elle en fut sortie pour la bonne porte, je savais que les rechutes en ce genre étaient d'une conséquence extrêmement dangereuse. J'aurais voulu lui exprimer mes frayeurs. J'appréhendais de lui en causer trop. Je tremblais pour elle, sans oser l'avertir du danger. Et je l'embrassais en soupirant, pour l'assurer du moins de mon amour, qui était presque le seul sentiment que j'osasse exprimer. « Manon, lui dis-je, parlez sincèrement, m'aimerez-vous toujours ?» Elle me répondit qu'elle était bien malheureuse, que j'en pusse douter. « Eh bien, repris-je, je n'en doute point, et je veux braver tous nos ennemis avec cette assurance. J'emploierai ma famille pour sortir du Châtelet, et tout mon sang ne sera utile à rien si je ne vous en tire pas aussitôt que je serai libre. » Nous arrivâmes à la prison. On nous mit chacun dans un lieu séparé. Ce coup me fut moins rude, parce que je l'avais prévu. Je recommandai Manon au concierge, en lui apprenant que j'étais un homme de quelque distinction et lui promettant une récompense considérable. J'embrassai ma chère maîtresse avant que de la quitter. Je la conjurai de ne pas s'affliger excessivement et de ne rien craindre tant que je serais au monde. Je n'étais pas sans argent. Je lui en donnai une partie, et je payai au concierge, sur ce qui me restait, 1 mois de grosse pension d'avance, pour elle et pour moi. Mon argent eut fort bon effet. On me mit dans une chambre proprement meublée, et l'on m'assura que Manon en avait une pareille. Je m'occupais aussitôt des moyens de hâter ma liberté. Il était clair qu'il n'y avait rien d'absolument criminel dans mon affaire. Et supposant même que le dessein de notre vol fut prouvé par la déposition de Marcel, je savais fort bien qu'on ne punit point les simples volontés. Je résolus d'écrire promptement à mon père pour le prier de venir en personne à Paris. J'avais moins de honte, comme je l'ai dit, d'être au Châtelet qu'à Saint-Lazare. D'ailleurs, quoique je conservasse tout le respect dû à l'autorité paternelle, l'âge et l'expérience avaient diminué beaucoup ma timidité. J'écrivis donc, et l'on ne me fit pas de difficulté au Châtelet pour laisser sortir ma lettre. Mais c'était une peine que j'aurais pu m'épargner si j'avais su que mon père devait arriver le lendemain à Paris.